vous êtes sûr que vous allez manger, vous toutes là, des... Vous mangez? Ne vous inquiétez pas, je vais la attaquer après. Donc, j'ai été très très surpris dans le bon sens la semaine dernière, quand après le cours j'ai parlé avec Léa et qu'elle m'a dit que l'un des sujets qui revenait beaucoup et dont les filles voulaient qu'on parle, c'est le sujet de la tsniout. Pourquoi j'ai été surpris? Parce que moi l'impression que j'ai dans ma tête c'est que les filles elles veulent tout entendre sauf ça. Parce que c'est un sujet un peu malgré tout épineux, un peu contraignant. Parce que surtout quand on est une fille qui vient pour écouter, pour appliquer, c'est un peu contraignant. Donc j'ai été surpris, et pourquoi en bien? Parce que ça veut dire qu'on a affaire à des filles de qualité, des filles qui veulent apprendre, des filles qui veulent progresser. Je vais peut-être un petit peu vous décevoir quand je vais vous dire qu'aujourd'hui, on ne parlera pas du tout de la tsniout dans lequel on l'entend d'une façon générale quand on parle de tsniout. Mais vous allez voir que le sujet ne sera pas moins intéressant et il ne sera pas moins actuel. Pensez que la tsniout, c'est uniquement combien de deniers, foulard ou perruque. Pensez ça, c'est comme si je vous dis par exemple que l'ingrédient principal dans une kaila, c'est l'oignon. Et les Tunisiennes ici? On est bien d'accord que l'élément principal dans la kaila, c'est pas l'oignon, mais c'est l'huile. Alors, que d'huile, c'est vrai, il paraît que ça existe, c'est les Polonais qui font de la paella, ils mettent plus d'épinards que d'huile. Si vous voulez, je vous donne la recette après, si vous invitez une fois votre belle-mère. Oh, regardez, Be'ezrat Hashem, j'aimerais vous dire que là c'est pareil. C'est vrai que dans la paella, il y a de l'oignon. C'est vrai que dans la tsniout, il y a aussi toute une question qui concerne la tenue vestimentaire, avec le maquillage, avec le parfum et tout type de choses de ce genre-là. Mais penser que la tsniout, elle s'arrête à ça, c'est ne rien avoir compris à la tsniout. Penser que la tsniout, c'est que de la halacha et que c'est pas une mida, c'est ne rien avoir compris à la tsniout. Donc on va essayer, Be'ezrat Hashem aujourd'hui, de réfléchir, c'est quoi exactement une tsniout? Pourquoi c'est tellement important? Et vous allez voir combien, si Be'ezrat Hashem, on a le mérite d'intégrer les propos d'aujourd'hui, combien ça pourra nous changer beaucoup de choses dans notre vie, Be'ezrat Hashem, et dans notre façon d'être, dans notre façon de vivre. Il y a un passouk dans Micha, donc dans le Tanakh, dans Micha, il y a un passouk qui dit Ma Hashem doresh mimcha. Qu'est-ce qu'Hashem attend de toi? Si on voulait résumer toute la Torah, tout le but de la création de l'homme, en 2-3 phrases, moins que ça, comment on ferait? Eh bien, dans Micha, c'est écrit Ma Hashem doresh mimcha. Qu'est-ce qu'Hashem il attend de toi? Il est écrit Ki masot mishpat. Il faut se comporter avec droiture, avec rigueur. Ve'avat chesed. Il faut aussi faire preuve de bonté, de charité. Ve'atzne'a lechet im elokecha. Et se comporter avec discrétion, littéralement avec pudeur, avec Akadosh Baruch Hu. Ve'atzne'a lechet, je répète le pasouk, Ve'atzne'a lechet im elokecha. Comporte-toi avec tsniout vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Atzne'a lechet, ton lechet, ta façon d'aller, qu'elle soit avec tsniout. Le Psikta Rabati Memhei dit En lecha chaviv lifne amakom min atzniut. Il n'y a rien de plus précieux aux yeux d'Akadosh Baruch Hu que la tzniout. Maintenant, vous comprenez bien que quand on parle ici de tzniout, ça c'est des psukim qui ne parlent pas aux femmes, qui parlent à l'ensemble du Klal Israël. Quand on te dit qu'il faut faire du mishpat, il faut faire du chesed, versne alechet, ça s'adresse à tout le monde. Donc on comprend déjà bien que la tzniout dont il est question ici, ce n'est pas une question de tzniout qui s'adresse qu'aux femmes. En particulier, il y a un autre pasuk dans lequel il est écrit Vela tsnuim chorma. Les gens qui sont tsnuim, qui sont pudiques, eh ben, c'est des gens qui sont pleins de sagesse, de chorma. Il n'y a pas écrit la tsnuot, on ne parle pas aux femmes, on parle à toute l'humanité. Tsnuim chorma. Donc on voit de là déjà que la tsniout c'est quelque chose de très très important. On voit de là que la tsniout ça ne concerne pas que les femmes, ça concerne tout le monde. Et plus que ça, on va voir dans un instant que le manque de tsniout, parfois ça peut, d'une certaine façon, un peu disqualifier notre avodat Hashem. C'est-à-dire que si je fais une avodat Hashem ostentatoire, au lieu de le faire avec pudeur et avec discrétion, quelquefois ça disqualifie complètement ma avodat Hashem. Il faut comprendre pourquoi. Ok, tu n'as pas fait tsniout. Et alors? Il faut essayer de comprendre Be'ezrat Hashem tout ça, et on va essayer d'avancer. Et on va essayer de comprendre aussi, c'est quoi ce pasuk Vetatznoim chorma? Quel rapport entre la tsniout et la sagesse? Alors venez, on commence par le commencement.
C'est quoi la définition de la tsniout? Le Metsudat Tzion, donc l'un des commentateurs du Nach, il dit Ve'atzme alechet milachon tsniout ve'ester. Donc, atzme alechet, quand on te dit qu'il faut te comporter avec tsniout, il dit ça vient du terme tsniout, ça on s'en doutait, ve'ester. Ester, c'est caché, de façon cachée. Dans l'autre endroit, il dit Amistatrim atzmam mirov anvatanotam. Les gens chachamim, les gens tsnouim, c'est des gens qui se cachent tellement qu'ils sont modestes. Ils sont tellement modestes qu'ils ne veulent pas qu'on mette le zoom sur eux. Ils se cachent. Le Metsudat David, lui, il dit Betsina, lo bepirsum ou leitiaer. Pas de façon publique et pour commencer à s'enorgueillir. Donc on voit ici qu'on a déjà deux dimensions de la tsniout. La première dimension, c'est quoi? Ne t'enorgueille pas, ne te montre pas. Mais il y a une dimension encore plus profonde, c'est cache-toi. Vous êtes d'accord qu'il y a une différence entre ne pas se montrer et entre se cacher. Je peux ne pas me montrer, mais ne pas non plus me cacher. Donc on voit ici que la tsniout, c'est d'une part ne pas se montrer, ne pas faire en sorte qu'on ne parle que de moi. Et le deuxième aspect de la tsniout, c'est même si tu peux parfois te cacher un peu, cacher tes bonnes actions, cacher les choses que tu fais, eh bien essaye de le faire. Deux exemples que la Gemara elle donne, la Gemara dans la Masechet Megillah d'Af Yud Gimel, elle nous parle de la tsniout. Et elle nous donne entre autres deux exemples de gens qui ont été tsniout. Elle nous donne l'exemple de Shaoul. Shaoul Amelech, l'histoire elle est connue. Au moment où Shmuel il va le nommer roi, c'était au moment où il avait perdu, son père il avait perdu les ânesses, et il avait dit à son fils va chercher les ânesses. Lui il n'a pas trouvé les ânesses. On lui a dit mais il y a ici Shmuel. Shmuel lui c'est un prophète, il pourra te dire où est-ce qu'elles sont. Bref, le Shmuel il lui a dit tes ânesses, on les a retrouvées, et sache que tu vas devenir roi. Au moment où Shaoul, donc il avait déjà été loin par Shmuel, à ce moment-là il rencontre son oncle, il écrit dans le passouk, et son oncle lui dit alors qu'est-ce qu'il t'a dit Shmuel? Et le passouk il dit explicitement, il lui a dit l'histoire des ânesses. Après le passouk continue, il dit mais l'histoire de la Meloucha lo yigidlo. Il lui a pas dit qu'il avait été nommé roi. Ça c'est la tsniout. C'est pas peine de te vanter, ok t'es roi d'Israël, c'est pas peine de te vanter. C'est pas peine de dire. On t'a pas demandé si t'es roi ou pas, on t'a juste demandé qu'est-ce qu'il t'a dit, essaye de cacher un petit peu. Et le passouk qui dit, juste après d'ailleurs, qu'au moment où Shmuel il a voulu le chercher, devant, au vu et au su de tout le clan d'Israël pour le nommer roi, il était où Shaoul? Il était où Shaoul? Nerba et la Kélim, il était caché. Il était caché, et puis il a vraiment été caché. Il voulait pas qu'on le nomme roi, il voulait pas que tout le monde voit qu'on le nomme roi, jusqu'à ce que Shmuel il ait compris qu'il était caché et qu'il l'ait appelé. Ça c'est Shaoul, Shaoul Amelech. Qui est-ce qui va descendre de Shaoul Amelech? Esther Amalka. Esther, c'est une descendante de Shaoul Amelech. Et la Gemara elle dit que comme Shaoul il a été tsanoua, il a eu le mérite d'avoir une descendante qui est tsanoua. Et c'était quoi la tsniout de Esther? C'est que quand Mordechai lui a dit ne dis surtout pas que tu descends de Shaoul, que tu es d'une famille de la royauté, ne dis surtout pas ça. Et bien elle s'est exécutée, elle ne l'a pas dit. Et on voit donc qu'elle a été capable de garder ce secret. Donc on a ici deux exemples dont la Gemara elle dit que c'est la tsniout. Ça n'a rien à voir avec des tenues vestimentaires. L'un ça concerne un homme, l'autre ça concerne une femme. C'est le fait de laisser cacher ce qui est censé être caché. C'est ne pas dévoiler ce qui n'est pas obligatoirement et nécessairement dévoilable. Donc tsniout, si on veut résumer, j'espère qu'on est assez précis, c'est cacher. Cacher ce qui peut rester caché, essayer de le cacher au maximum. Maintenant, on va essayer, Bezrat Hashem, de se poser dans un premier temps quelques questions. Dans quel domaine il faut être tsniout? Ça veut dire, quand on parle de tsniout, ok, la tsniout c'est une mida, il faut cacher. Alors, où? Dans quel domaine il faut essayer de se cacher? On va essayer de parler là principalement de 2 ou 3 domaines, et après on va essayer d'aller un peu plus loin, Bezrat Hashem. Premier domaine dans lequel la tsniout c'est quelque chose d'obligatoire, le passouk qui le disait, Ve'atzmea lechet im Hashem Elokecha. Il faut se comporter avec tsniout, avec Hashem. C'est que quand tu viens accomplir une mitzvah, il faut le faire de façon tsniout, c'est pas la peine que tout le monde sache que tu as accompli une mitzvah. Et là, je vous cite quelques sources qui sont très très importantes. Si ça n'avait pas été écrit et que je vous l'avais inventé, vous m'aurez dit que vous exagérez. Shulchan Aruch, à la fin du chapitre, Tafkuf Samer'e, il parle là-bas des halachot du Ta'anit. C'est qui est Shulchan Aruch? Rabbi Yosef Karo. Shulchan Aruch, il dit comme ça. Ami Ta'ane, celui qui jeûne. Donc il fait un jeûne, c'est pas un jeûne obligatoire, hein. C'est un jeûne, il a décidé, lui, pendant les Shovavim, lundi, jeudi, il jeûne. Celui qui jeûne. Ou mefarsem atzmo la'acherim, l'eshtabeach chez Mitane. Et il dit à tout le monde, vous savez, aujourd'hui je jeûne.
où il dit aux gens, t'as pas remarqué un truc bizarre là? Tous les jours à cette heure-ci, j'ai déjà pris 26 cafés et là maintenant, t'as pas une question à me poser? Tu vois, quand tu fais comme ça, c'est quoi? C'est Uneaina Shalkar. Shulchan Aruch, il dit, si tu fais ça, t'es puni. T'as jeûné, toute la journée t'as jeûné, t'as rien mangé. Juste t'as essayé de raconter un peu à tes amis que t'étais un grand sadique et que tu jeûnais. Shulchan Aruch, il dit, tu seras puni à cause de ça. Donc autant se tenir à carreau. Elle était facile celle-là, mais vous n'avez pas compris. Attendez, laissez-moi un tout petit peu, parce que je sais ce que vous avez pas dit. Une seconde. Maintenant, les poskim, le Magen Avraham, le Taz et les autres poskim, d'accord, les grands décisionnaires, ils posent une question. Ils disent, ok, moi j'ai fait exprès que tout le monde sache que je jeûne, donc quoi? Donc là c'est pas bien, c'est pas joli. Mais imaginez que quelqu'un me pose la question. Imaginez par exemple, pour celles qui me connaissent, si aujourd'hui j'étais arrivé, j'avais pas bu pendant tout le cours un seul verre de coca. Vous aurez dit, mais il est en train de jeûner lui. Ou il fait un régime peut-être, je sais pas. Qu'est-ce qui lui arrive? N'est-ce pas? Imaginez que l'une d'entre vous dise, Rav, vous savez toutes les cachères ici, pourquoi vous n'avez pas bu un petit quelque chose? Et que là je vous réponds, bon écoute, je suis en train de jeûner. C'est bécédaire. Il vaut mieux cacher, Midat Chassidout de cacher, et de dire non, pour rien, aujourd'hui j'ai pas soif. Il vaut mieux essayer de trouver un petit quelque chose. Mais c'est permis. C'est permis de. C'est pas grave, tu mens pour la bonne cause. Après, je donnerai des exemples sur ça. C'est bécédaire. Ça, c'est les poskim qui disent. Viens. Donc, encore une fois, si on t'a rien demandé, ne dis pas. Même si on t'a demandé, les poskim disent vaut mieux mentir et dire je jeûne pas. Mais si vraiment t'as pas le choix, ou si vraiment tu as répondu, c'est pas grave. Là, tu ne seras pas puni parce que bon, on t'a posé la question. Vient le Kaf HaChaim et il dit, toujours donc dans ce même chapitre, Tafkouf Sameche, il dit le Kaf HaChaim, quand tu jeûnes, il faut aussi essayer de cacher ça des gens de ta famille. Ne dis pas à ta femme que tu es en train de jeûner. Je ne sais pas c'était qui la femme du Kaf HaChaim. Il devait être une femme super kef. Peut-être sans son nom qu'il a appelé son livre le Kaf HaChaim. Mais je ne sais pas, moi, je ne pense pas que je pourrais cacher de ma femme pendant une journée que je jeûne. Elle me demanderait pourquoi tu ne manges pas, j'ai fait, c'est cachère, pourquoi tu ne manges jamais, quand ta mère a fait tu manges, quand moi je fais tu ne manges pas, comment ça se fait, machin. Je suis vexé, je suis truc. Bon, pour pas la vexer, je prendrai, puis après je pourrais s'en envoyer. Je t'ai attrapé! Oui, c'est pas facile. Mais en tous les cas, il dit Kaf HaChaim, si tu peux cacher aussi de ta famille, tu caches. C'est que pour le jeûne, ça, ou c'est pour... Là, il parle du jeûne, pour l'instant on parle du jeûne. Après, il vient le Kaf HaChaim, et il pose la question, il dit, imagine que tu es chez un goy, et que le goy, il veut te servir, par exemple, du café. Et que le café du goy, vous savez très bien que bien que c'est permis, mais carabines, il y en a qui sont mahmirim, et tu n'as pas envie de le vexer, mais en fait, toi, tu n'es pas en train de jeûner. Tu as mangé toute la journée, tu n'as fait que manger. Est-ce que tu as le droit, pour pas qu'il te propose du café, de lui dire, écoute, je ne peux pas boire, aujourd'hui je jeûne? Le Kaf HaChaim, il dit, tu peux. Celui qui fait ça pour éviter d'avoir besoin de boire du café, d'un non-juif, eh bien c'est bien. Alors vous allez me dire, ils sont compliqués les juifs. Quand ils jeûnent, ils doivent dire qu'ils ne jeûnent pas. Et quand ils ne jeûnent pas, ils doivent dire qu'ils jeûnent. Ok. En tous les cas, c'est comme ça qu'il est écrit dans la halakha. Ça veut dire que c'est un interdit, comme on dit, il ne faut pas dire à quelqu'un que je suis en train de jeûner, c'est quelque chose de ramon, c'est une halakha, ou c'est juste mieux de ne pas dire? Ben vous allez voir, je continue. Vient le Kaf HaChaim, et il dit au nom du Rav Chaim Vital, vous connaissez le Rav Chaim Vital, l'élève du Harizal, il dit la chose suivante. Oraat ma'asav la briot. Là, il répond à votre question, Adassa. Oraat ma'asav la briot. D'enseigner, de dévoiler mes actes aux gens. L'odai she'eno mekabel sachar. C'est pas simplement qu'il n'aura pas un mérite pour les actes qu'il a accomplis. Et là, shenidon begeinam. Chasve shalom. Parce que tu t'es amusé à dire aux gens, tu vas au geinam, chasve shalom. Ve'im yachol ha'adam she'ya'aseh kol drachav leshem shamayim velo yafaresh la briot afilu achat mehem. Et si quelqu'un il peut tout faire leshem shamayim, ne rien raconter à personne, sraro kaful umchupal, il aura un mérite double et doublé. Donc on voit après une Vital aussi, il dit que c'est quelque chose de super important. Ne raconte pas. Ça c'est le domaine, donc pour l'instant on a vu le domaine du... Oui. Non, juste on parle de jeunes, tous les jeunes, ou c'est les jeunes qui sont comme ça? Non, les jeunes qui sont en plus. Les jeunes obligatoires, ça tout le monde doit savoir que vous jeûnez, au contraire. Maintenant regardez. Là on a parlé pour l'instant de quoi? On a parlé du jeûne. On voit exactement la même chose dans la Tzedaka. Il y a écrit dans le Passouk, Matan
Baseter, irpe af. Quand tu donnes en seter, c'est un passouk, hein, passouk dans Mishlei, Yud, Yud Dalet. Perek Yud, passouk Yud Dalet. Il écrit quand tu donnes baseter, tu donnes de la tzedaka et personne ne sait. Personne ne courant que tu as donné de la tzedaka. Irpe af. Ben cet acte-là, il calme la colère. C'est-à-dire que si Akadosh Baruch Hu est en colère contre toi, ça apaise la colère, le courroux divin. Le fait que tu donnes, matan, baseter, quand tu donnes de façon silencieuse, sans faire de bruit. C'est pour ça que moi, quand je dois ramasser de l'argent avec une coupa, une tirelire, je dis aux gens, mettez des billets, ça fait moins de bruit. En tout cas, le principe que je veux dire, c'est qu'il faut faire baseter. Maintenant, écoutez la beauté, écoutez la beauté, écoutez la beauté. Ça veut dire quoi, yirpe? C'est quoi yirpe? Yirpe af. Alors je l'ai traduit, ça calme la colère. C'est quoi yirpe? Vient le Metzudat Tzion et il dit, inyan kisouy. Yirpe, c'est comme kafa aleem et arke gigit. C'est cacher, c'est recouvrir. Ben à mon avis, c'est très simple. Donc ça veut dire que ça recouvre, ça voile la colère divine. À mon avis, c'est mida keneged mida. Toi, tu caches tes actes, tu recouvres tes actes, tu les voiles, et ben Hachem, il voile sa colère. En tout cas, on voit ici dans la Tzedaka, attention, les poskim ils vont aller très très loin aussi dans les Yichot Tzedaka. Le Rama Siman Resh Memtet Saïd Yod Gimel, il dit Val Kol Panim, Lo Yitpaer à Adam, Batzedaka Shenoten. Quand quelqu'un il a fait de la Tzedaka, il ne faut pas qu'il soit mitpaer, qu'il s'enorgueillisse. Veim mitpaer, et s'il s'enorgueillit, Loda Isheno Mekabel Sachar, c'est pas simplement qu'il ne recevra pas un salaire. Et là, Afilou Manishim Oto Alea. On va le punir. C'est-à-dire que le gars, il a donné 1 million à la Tzedaka. 1 million. Simplement, après, il a été dire à tout le monde au Beth Knesset, tu vois le grand machin là, tu vois hein, tu vois. L'autre, il lui dit, quoi, c'est toi? Non, mais dis-moi, c'est bien toi, là, Marciano, c'est bien. Hein? J'arrive à ça, très très bien, j'arrive à ça. T'as donné 1 million, mais tu l'as fait pour t'enorgueillir. Non seulement tu n'as pas de salaire pour ton million, mais en plus, tu vas être puni pour ça. J'allais dire, c'est baltachrit pour ton million. Tu aurais pu avec payer ton psychiatre, prévoir ton enterrement, je sais pas, quelque chose de sympa. Non, il s'est servi de cet argent pour rien. Ça, c'est ce que Chachamim nous enseigne de façon explicite. Et ça, c'est une Gemara. Une Gemara dans Vavatra d'Afioud. La Gemara, elle dit Chesed leumim chatat, que lorsque les goyim ils font du chesed, et bien quelquefois, non seulement ce chesed il n'est pas considéré comme étant une mitzvah, mais il est considéré comme étant une faute. Chatat, c'est une faute. Et la Gemara, elle dit pourquoi Tzedaka va chesed shemot haolam osim chet ulahem she'en osim ela leityaer vekol hamityaer nofel begeinam. Il dit parce que souvent quand ils font du chesed, c'est pour être vus, c'est pour qu'on les remarque et pour qu'on les remercie. Il dit et ça c'est un chesed qui n'est pas bien. Donc on voit dans la Tzedaka exactement la même chose. On voit dans d'autres domaines, le Midrash il demande la manim shelou Israël les gefen. Pourquoi le peuple d'Israël il a été comparé à la vigne? Dans plein de psukim on compare la Knesset d'Israël à la vigne. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours raisin. Ouais, pourquoi? La Gemara il dit ma gefen zot yeshba eshkolot gdolim bektanim. Il dit quand il y a une vigne, il y a des grappes qui sont lourdes et des grappes qui sont moins lourdes. Lesquelles sont le plus vers le bas? Les lourdes. Et bien Israël aussi, plus ils sont grands, plus ils se rabaissent. J'aurais plein de mécorotes à vous donner, mais je vous le dis en toute tsniout, hein, je pourrais vous donner plein de mécorotes, mais on n'a pas suffisamment de temps maintenant pour énormément s'étendre. Juste, vous vous souvenez que l'homme le plus grand d'Israël, qui s'est appelé Moshe Rabbeinu, Ve'aish Moshe, Anav Meod. C'était l'homme qui était aussi le plus modeste, un homme très modeste, très anav, très tsanoua. Ok? Sachez aussi une chose, puisqu'on parle de tsniout, quand la fille de Kalba Savoie, elle a vu Rabbi Akiva, qui était un homme qui était complètement anti-Torah au moment où elle l'a. Pourquoi elle a flashé sur lui? Qu'est-ce qu'elle a vu en lui? Elle a vu deux mots. La Gemara elle dit 2 mots. Qu'est-ce qui aime bien les 2 mots? C'est Rivka qui aime bien quand je dis 2 mots. Rivka, 2 mots elle dit la Gemara. Vous savez c'est quoi les 2 mots? Sania ou Maale. Elle a vu qu'il était tsanoua, il avait la tsniout, et qu'il avait des bonnes midotes. Donc, on voit, elle n'a pas choisi quelqu'un, alors vous avez raison, elle a vu son potentiel, parce que s'il a des bonnes midotes et tout, mais que c'est un abruti, ça ne servira à rien. Donc, elle a vu qu'il avait un potentiel de devenir un chacham. Simplement, elle a vu que c'était quelqu'un qui avait de la tsniout. Maintenant, regardez,
Ça, donc pour l'instant, on a parlé d'un premier aspect. J'aimerais que le plan soit clair dans votre tête. On a pour l'instant essayé d'expliquer que quoi? Que la tsniout, c'était important déjà dans notre avodat Hashem. Après on expliquera pourquoi. Mais déjà on voit dans plein d'exemples que si tu fais des actes pour que tout le monde te voit, matuvuisme, etc., ça perd. Ça perd. Ta tzedaka, c'est plus rien, c'est zéro. Tes actes, ça vaut plus rien. Ton jeûne, il vaut plus rien. J'espère au moins que tu avais du poids à perdre. Parce que du salaire, ça t'en aura pas. C'est dommage. Et ça, c'est quand on manque de tzniut. Maintenant, je continue. Il y a un autre domaine, et c'est, je pense, la partie essentielle de mon cours d'aujourd'hui, et j'aimerais, Alvaï, Hashem Yitvarach, Bezrat Hashem, que ça rentre dans notre cœur à nous tous. Il y a un autre aspect de la tzniut, qui n'est pas les vêtements. C'est quoi l'autre aspect de la tzniut? C'est la tzniut dans la vie matérielle, de se faire petit. Je m'explique tout de suite. Il y a un midrash dans le Yalkut Shimoni, Bamidbar, Kavdalet, Tafshin Ayin Aleph. Ve'afilu kesheayu shishim ribo bamidbar. Là-bas, le midrash, il parle de la tzniut du peuple juif. Et il dit, même quand ils étaient dans le désert, shishim ribo. Shishim, c'est 60, ribo, c'est un chanteur. Qui a fait la brit milah de son fils ce matin. C'est un voisin à moi, donc je sais. Donc même, lui c'est un voisin à moi. Même quand, c'est pas grave, après on vous fera des chansons. Donc, Shishim Ribo, même quand les Bnei Israël ils étaient 600 000, où ça? Dans le désert. Même quand les Bnei Israël ils étaient 600 000 dans le désert, donc ils étaient un peu serrés, ils étaient 600 000. Kachayot Tznuim. Ils ont gardé la midda de la pudeur. Comment? Velo aya echad mehem poteach pitro keneget pitro shel chavero. Personne n'ouvrait sa fenêtre, sa porte, sur la porte de l'autre, pour regarder ce qui se passe chez toi ou pour que toi tu vois ce qui se passe chez moi. Personne ne faisait ça. Kevan shesafa Bilam vayar et Israël shochen lishvatav itril meshabchan ma tovu oalecha Yaakov mishkenotecha Israël. Quand Bilam il a vu ça, il a voulu maudire le peuple juif, mais il dit, je peux pas. Un peuple tellement tsanoua, tellement discret, je peux pas. La tsniout du klal Israël, et Rashi rapporte ça sur place, la tsniout du klal Israël, elle se manifeste de quelle façon? Que moi je regarde pas ce qui se passe chez toi, je te montre pas non plus ce qui se passe chez moi. Chacun sa vie, attention, je me préoccupe de l'autre, mais je suis pas censé te montrer toute ma vie intime, tout ce qui se passe chez moi. Et là j'aimerais attirer votre attention sur ce qui se passe aujourd'hui. Grâce à l'Aziz, les réseaux sociaux. Écoutez bien ce qui se passe aujourd'hui, parce que on m'a raconté un petit peu ce qui se passe. J'aimerais un tout petit peu vous présenter les choses. Une personne, elle s'est acheté un magnifique 4x4. Pourtant, elle n'habite pas dans le désert, elle habite à Beit Vagan, mais elle s'est acheté un magnifique 4x4. Ensuite, elle prend sa photo, elle envoie à tous ses amis, regardez le super 4x4 que j'ai acheté. Récemment, quelqu'un m'a dit quand on se fait griffer par un chat le Shabbat, c'est Pikuach Nefesh, on doit aller à l'hôpital. Je lui ai dit oui. Il me dit, mais alors comment on y va, en ambulance ou? Je dis, ben en 4x4. Top. Comment ça s'appelle? Tu lui montres ton magnifique 4x4. Maintenant attention, est-ce que tu lui montres aussi les fois où ça va pas chez toi? Est-ce que parfois, quand tu t'es disputé avec ton mari, tu dis, allez, viens, on envoie notre dispute à quelqu'un, comme ça, on console les gens qui sont en train de divorcer? Non, tu montres tes réussites, tu montres ta richesse. Une fois, elle a acheté un 4x4, et puis elle était super contente et tout. Elle l'a garé en bas de la maison. Et tous les matins, quand elle arrivait, elle voyait que quelqu'un lui rayait sa voiture. Vous la connaissez l'histoire? Non. Là où il y avait écrit 4x4, 4x4, quelqu'un rayait avec sa clé, écrivait égal 16. Il est lourd celui-là, bon, ça va, on sait que 4x4 c'est 16. Elle va l'emmener pour le réparer, arranger la peinture. Le lendemain, elle la remet, elle dit, bon ça va, elle a compris, ça va. Elle revient le lendemain matin, elle arrive, 4x4, égale 16. C'est saoulant, qu'est-ce qu'il va faire? Comment je vais m'arranger là? Le lendemain, elle va pour réparer sa voiture, elle dit, écoutez, vous n'avez pas une solution comment faire pour que ce noudnik il arrête de m'écrire égal 16? Ici, j'ai une idée, on n'a qu'à écrire dans le même format que 4x4, on n'a qu'à écrire égal 16. Comme ça, l'autre, il n'aura plus rien à redire. Super, c'est une super idée. L'autre, il lui fait un super égal 16. Il garde la voiture. Elle dort super bien toute la nuit. Le lendemain matin, elle descend. Elle voit sur sa voiture. Il y a écrit sur toute la voiture, bravo, 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 bravo. Top. Alors, tu as montré ton 4x4, mais tu n'as pas montré les bravos. Tu montres ce qui réussit, tu ne montres pas ce qui ne réussit pas. Tu montres
ton osher, ta joie, combien tu es joyeux, combien tu kiffes ta vie. Tu montres tes loisirs. Tu as été faire de la pêche, tu étais super content, tu as réussi à pêcher 10 poissons. Tes poissons, on s'en fiche. Arrête. Arrête. D'accord. Ensuite, tu viens montrer à toute ta famille, c'est le seul mot que je connais en anglais, hein, donc, tu viens montrer à toute ta famille, tu viens montrer à tout le monde, tous les gens, qu'est-ce que tu leur montres? Tu leur montres ta belle famille Baruch Hashem, avec ton mari, tous les enfants, tous bien habillés, et tu envoies ça à tout le monde. À tout le monde t'envoie ça. Évidemment, ta belle-mère, tu demandes à elle de prendre la photo pour qu'elle soit derrière la caméra et qu'elle ne gâche pas tout. Et tu montres toutes les réussites que tu as dans ton domaine. Le pire, c'est pas ça. Le pire, ça, je ne sais pas s'il y a des filles assez intelligentes ici pour m'expliquer. Le pire, c'est quand l'autre, il est au restaurant, il prend la photo de son assiette. Moi, ma grand-mère, une fois, on lui a envoyé une photo comme ça. Elle a dit, je peux savoir ce que je suis censé faire avec. Une autre fois, on lui a envoyé cette photo. Elle a dit, je crois qu'il y a eu un problème de cadrage là. On voit ni votre sourire, ni votre visage, ni le paysage, on voit que votre assiette. Mais c'est fait exprès. Va expliquer ça à quelqu'un d'intelligent. Pourquoi quelqu'un qui vient manger, il a besoin d'envoyer la photo de ce qu'il va manger à l'autre? Il doit bien y avoir une raison. Quelqu'un, une fois, il m'a envoyé une belle photo de sa pizza. Ah, j'ai pas compris c'est quoi l'intérêt. Je dis qu'il me pose une question de halakha. Je dis bracha rishona amotzi, bracha harona, birkat Amazon et asher yatzar. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que on comprend pas. C'est quoi l'intérêt? Tu montres. Le peuple juif, c'est un peuple qui quoi? C'est un peuple qui cache tout, qui cache sa maison, qui cache sa vie privée, qui cache ce qui se passe. Et au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de montrer à tout le monde nos réussites et toutes ces choses-là. La Gemara, elle dit dans la Sechet Bava Metzia, la Fkav Gimel, et là je rejoins ce qu'a dit tout à l'heure Naomi, il y a 3 choses dans lesquelles le Talmid Chacham, il a l'habitude de mentir. Donc on parle d'un Talmid Chacham, on ne parle pas d'un menteur attitré, on parle d'un Talmid Chacham. Et on te dit, il y a 3 situations dans lesquelles le Talmid Chacham, il ment. Et ça ne s'appelle pas du mensonge. 2 d'entre elles, elles ne sont pas urgentes, on les laissera si vous voulez pour une autre fois. Mais l'une d'entre elles, c'est quoi? C'est Maserta. Concernant une Maseret, c'est quoi une Maseret? Un livre de Gemara, un livre de Mishnah. Que quoi? Rachid dit que si on me pose la question, dis-moi, tu connais cette Maseret? J'ai le droit de dire non. Et Rachid dit, et ça c'est quoi? Umidat Anavai. Et ça c'est de la Anava, c'est de la modestie. Ça veut dire que les gens, ils veulent juste me tester. Savoir, dis-moi, tu connais le chasse? Combien de fois tu as fini le chasse? Ben non. Si quelqu'un me demande combien de fois tu as fini le chasse, je peux lui dire, ça se compte même plus, ça. Ou alors je peux lui dire, non, je ne sais pas, peut-être une fois, je sais pas. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est de la hanava. Soit ils posent une question, soit ils disent, mais attends, on a toujours enseigné que quand on pose une question à un rabbin, il ne doit pas dire je ne sais pas, il doit dire je sais et donner la réponse quand il la connaît. N'est-ce pas? Soit ils disent oui, quand on me pose une question de halakha et que je vois sincèrement que la personne a une question de halakha, je dois lui répondre. Et si pour lui répondre, je dois lui donner aussi des références, je lui donnerai. Mais quand je vois que quelqu'un il vient juste me tester, juste voir combien je suis un gaon, eh bien la hanava, c'est dire non, je ne connais pas, moi je suis quelqu'un de normal, je ne connais pas. Et on a le droit de mentir. Tu la connais la maseret, tu as fini 15 fois le chasse, tu as le droit de dire non, je n'ai pas fini le chasse. C'est pas du mensonge. C'est comme ça que le Talmid Chacham il se comporte. Parce que le Talmid Chacham, pour lui, la tzniut, ça passe avant tout. À nouveau, ça aussi, il y aurait beaucoup de mékorot à donner. Mais l'une d'entre elles, on dit En abracha shrouya et la bemash samui minaïn. La bracha, elle se trouve dans ce qui est caché. Quand tu montres trop, il n'y a déjà plus de bracha dessus. Donc, on voit ici que, dans un premier lieu, la tsniout, c'est ne dévoile pas tes mitzvot. On voit dans un deuxième lieu, la tsniout ne dévoile pas ta vie privée, ne dévoile pas ce qui se passe chez toi, ne dévoile pas tes réussites, ne dévoile pas que tu as plein d'enfants et que tu es hyper heureux et que tout va bien et que tu as des super vacances et que truc. Ne dévoile pas que tu es le plus intelligent du monde et que tu connais tout le chasse par cœur et que tu as fini 25 fois le chasse. Ne dévoile pas tout ça, ne dévoile pas, laisse cacher, ne dévoile pas. C'est puni? Hein? C'est puni? Non, je ne sais pas si c'est puni. À propos du jeûne, ça écrit que c'est puni parce que là c'est vraiment vis-à-vis d'Hachem, donc c'est grave. Tu te sers d'une mitzvah pour faire l'inverse.
Mais en tous les cas, il y a écrit que vous allez voir ce que ça apporte. Vous allez voir ce que ça apporte, c'est une très bonne question que vous posez, Sarah. Vous allez voir C'est ce que une ça mida apporte. en fait. Exactement. Une mida qu'une mitzvah. Une J'ai dit avant que vous arriviez, que c'était une mida. Plus qu'une halakha. Alors regardez, maintenant on va essayer tout de suite de réfléchir ensemble, Bezrat Hashem, avec le temps qu'on a. Qu'est-ce que ça entraîne, le manque de tzniut? Ça veut dire, maintenant je parle pour l'instant de la tzniut vis-à-vis de l'autre. De montrer ma fortune, de montrer mon intelligence, de montrer mes connaissances, de montrer mon bonheur. Qu'est-ce que ça entraîne? Venez réfléchir. La Torah elle te dit ne fais pas ça. La Torah elle te dit tu fermes ta porte, tu vis ta vie privée, c'est pas la peine de montrer à tout le monde ton bonheur. Ok. Si tu fais pas ça, qu'est-ce que ça entraîne? Alors premièrement, ça entraîne ce qu'on appelle la khalishut hadat de l'autre. Que tu t'en aperçoives ou pas, tu le vexes l'autre. Tu peux lui causer de la souffrance. Tu peux lui causer de la souffrance. Pourquoi tu peux lui causer de la souffrance? Parce que toi tu lui montres ta belle 4x4 et lui, même une voiture de Havrer, il n'a pas. Vous savez c'est quoi une voiture de Havrer? C'est une voiture où toutes les parties elles font du bruit, sauf le klaxon. Même une voiture de Havrer, il n'a pas le malheureux. Et toi, tu montes ta belle 4x4 et tu lui montres que c'est ta 16e 4x4 que tu as. Tu lui fais une khalishut hadat, surtout si pour lui, l'argent, la voiture, c'est quelque chose d'important. Tu viens lui montrer toute ta belle famille, combien d'enfants tu as. Mais je ne sais pas si tu t'aperçois, mais il y a des gens qui reçoivent cette photo. Ça fait 10 ans qu'ils sont mariés, ils n'ont pas eu encore un enfant. Et tous les jours, la femme, elle prie, elle dit Hachem, je t'en supplie, donne-moi un enfant, donne-moi un, je t'en supplie. Même si tu m'en donnes que un, donne-moi un enfant, je l'appellerai Justin. Mais donne-moi un enfant. Et l'autre, elle lui envoie Bli Aïnara, 25 enfants, 30 enfants. Ok, tu comprends qu'il y a un manque d'attention. D'attention, ça veut dire tu vexes l'autre, tu déranges l'autre, et c'est un petit peu embêtant. La Torah, elle veut pas ça. La Torah, elle veut qu'on tienne compte de ce que l'autre il va ressentir quand il va recevoir ce que tu lui donnes et ce que tu lui envoies. Je vous raconte une histoire fantastique. Moi, en tous les cas, je la trouve fantastique. Le Rav Tzvi Pessar Frank, c'était le grand rabbin d'Yerushalayim. Il habitait près du Kotel Ma'aravi. C'était un Rav immense, il avait énormément d'élèves, tout le monde venait pour l'honorer. Quand il était donc pendant la fête de Sukkot, il y avait toujours plein d'élèves qui venaient dans sa soukha, qui venaient pour échanger avec lui les livrets Torah, qui venaient pour plein de types de raisons. Un jour, alors que le Rav était assis dans sa soukha, le Rav il a eu un comportement hyper bizarre que personne n'a compris. Chaque personne qui entrait dans la soukha, au lieu que le Rav dise comme d'habitude Shalom Aleichem, Good Moed, comment ça va? Il disait je sais pourquoi tu es venu toi. Parce que tu voulais aller au Kotel, tu avais très soif, donc tu savais qu'il y avait la soukha du Rav ici, donc tu es venu pour boire un peu d'eau, pour te désaltérer, puis pour aller au Kotel. Et puis chaque fois que quelqu'un rentrait, peu importe quelle était sa tête, il disait je sais pourquoi tu es venu, mais viens avec plaisir, viens, prends de l'eau, serre-toi. Là, ils n'ont pas compris qu'est-ce qui lui arrive. Et au bout de 20 minutes, le Rav recommence à être normal. D'accord? Il y a un boulon qui s'est resserré, le Rav redevient normal. Alors, les élèves ils ont dit Vodara, Makara, pourquoi pendant 20 minutes vous êtes devenu bizarre? Le Rav dit je vais vous expliquer. Vous avez vu qu'il y a un homme qui est assis à côté de moi. Cet homme-là, c'est un Rav. Un Rav qui au début habitait à l'étranger. Là-bas, il avait une très grande communauté. Il était hyper honoré. Toujours, lui, dans sa soukha, il y avait des centaines de personnes qui venaient le voir et tout. Depuis qu'il est venu en Israël, plus personne ne le connaît. Le pauvre, il n'a plus de son tafkid de Rav. Il n'a plus rien. Maintenant, il est arrivé dans la soukha. Je suis ici, il voit le nombre de personnes qui viennent pour moi, alors que lui, le pauvre misken, ça va lui faire de la peine. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de jouer un jeu. Comme quoi, les gens qui viennent ici, c'est pas qu'ils viennent vraiment, parce que comme je suis près du Kotel et qu'ils ont soif, alors ils se sont dit que moi, je leur donnerais de l'eau. C'est ça mon intérêt. Regardez un petit peu la tsniout du Rav. Le Rav, il se cache, il se fait petit, il fait zarma aux yeux de l'autre, que lui aussi c'est un tout petit Rav qui n'a pas d'élèves et que personne ne vient honorer. Tout ça pourquoi? Pour ménager le sentiment, la sensibilité de l'autre. Et bien ça, c'est ce qu'on ne fait pas. Quand on envoie à tout le monde, regarde les super vacances que j'ai passées, regarde l'endroit paradisiaque dans lequel j'ai été, et dans lequel tu essayes de faire baver l'autre. Parce que finalement, c'est peut-être pas ce que tu as l'intention de faire, mais c'est finalement ce qui se passe d'une façon ou d'une autre. Et au passage, par curiosité, j'ai cherché dans la blonde, dans la rousse, c'était quoi la définition de la tsniout, de la discrétion? Et la rousse, on n'a pas essayé? La rousse, vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit, qui veille à ne pas gêner les autres. C'est l'une des définitions de la discrétion. Qui veille à ne pas gêner les autres. Quand je suis discret, que je ne montre pas à tout le monde tous mes exploits, que j'affiche pas mes diplômes à tout le monde, regardez moi comment j'ai des super diplômes.
Lui, il montre cette femme-là, elle a eu des tonnes de diplômes, elle montre à tout le monde, regardez mes diplômes. Bah oui, elle, c'est une, comment on dit, un génie, une génisse. Ouais, c'est ça, une génisse. Elle, c'est une génisse. Et lui, c'est quoi? Celui qui voit ses diplômes, c'est un baha. Un baha, l'autre fois, il était en train de faire ses mots croisés. Pendant 2 heures, il butait. Au bout d'un moment, il a dit à sa femme, tu peux m'aider, s'il te plaît? C'est un mot en 2 lettres, il commence par un L, il finit par un A. Il paraît que c'est une note de musique. Je sais pas, j'ai du mal. Et toi, tu lui montres, regarde mes diplômes, regarde comment je suis fort, regarde comment je suis bon, regarde comment... Vous comprenez qu'il y a un petit problème. Donc, premier problème qu'il y a, d'accord, c'est ce qu'on appelle Khalishut Adat. Tu fais du mal à l'autre. Tu fais du mal à l'autre. Deuxième chose qui peut se passer, c'est quoi? C'est que tu entraînes, malheureusement, la jalousie. C'est un peu ressemblant à ce que j'ai dit au début. Tu entraînes la jalousie de l'autre. Parce que, franchement, toi, tu es en train de te kiffer un super repas, à je sais pas combien. Tu l'envoies à l'autre, l'autre, il meurt de faim. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'il kiffe vraiment? Tu crois vraiment qu'il kiffe? Toi, si tu avais été à sa place, tu aurais kiffé, genre lève-tov. Tu aurais kiffé. Qu'est-ce que tu crois? L'autre, il m'a envoyé un repas comme ça, des super pâtes, avec tout un machin et tout. Je lui ai répondu, écoute, je suis très très ému. Je suis Bessari. Je suis Bessari, je peux pas. Quand on invite quelqu'un au restaurant, on le prévient 6 heures à l'avance quand c'est un truc à la vie. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'il t'invite? Tu crois vraiment qu'il veut que tu viennes? Oh, il vient te montrer, ça crée de la jalousie dans l'esprit de l'autre. Tu montres tes super vacances. Tu montres que toi, pendant des vacances, tu étais dans un super hôtel. Tu étais au Ramada. Mais lui, quand il voit ça, il a la Ramma. Pas Ramada. Ramma. Tu fais des magnifiques paysages panoramiques. Ben toi, ce que tu vois sur la photo, c'est le panorama. Lui, ce qu'il voit, c'est la Ramma. Et puis, il a rien été, lui. Il a fait rien. Il a rien fait du tout. Tu crées la jalousie et tu crées la tacharout, l'esprit de compétition. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens très intelligents, je pense que c'est de l'intelligence, qui quelquefois se défont de ce genre de groupe et de ce genre d'endroit. Ils disent, ça me fait que du mal, que du mal. Cette personne-là, à chaque fois, elle me montre combien elle est mieux que moi, combien elle est supérieure à moi, combien elle kiffe plus que moi, et moi, à chaque fois, ça me fait du mal. Alors pourquoi rester avec des gens nocifs? Pourquoi rester avec des gens qui me font du mal? C'est une intelligence, ça. Être capable de comprendre que, ok, au bout d'un moment, arrête d'étaler, arrête de montrer. Ça, c'est un deuxième problème qu'il y a. Troisième problème, et ça, je pense que vous serez d'accord avec moi si vous avez entendu parler du concept du Aïn Hara. Une fois, on a fait un cours sur le Aïn Hara, un cours d'1h30, et Léa, elle m'a prévenu qu'aujourd'hui, il ne restait plus que 1h20, donc je n'aurai pas le temps de faire tout le cours, mais quand même, un petit quelque chose. Regardez, le Aïn Hara, c'est quoi? Ah, il y en a qui sont pressés, vous pouvez partir avant la fin. C'est quoi le Aïn Hara? Non, on finit dans 5 minutes. Hein, c'est quoi le Aïn Hara? Le Aïn Hara, c'est quand quelqu'un, il te regarde avec Ramdanout, avec envie. Quand quelqu'un, il désire ta vie, il désire ce que tu as, qu'est-ce que ça fait? Ça amène le Aïn Hara. La Gemara, elle est explicite, dans Baba Kama, elle dit 99% des gens, ils meurent du Aïn Hara. Ça veut dire que le Aïn Hara, si vous voulez, on fera un cours sur ça, parce que maintenant, j'ai plein de mes cours à vous donner. Le Aïn Hara, c'est la chose la plus terrible qui puisse exister. La plupart des problèmes qu'on a dans notre vie, c'est à cause du Aïn Hara. Maintenant, écoutez bien. Le Rav Dessler, il pose une question. Il dit, j'ai pas compris. Moi, j'ai un bel appartement. C'est l'air, j'ai le droit. J'ai de l'argent, j'ai le droit d'avoir un bel appartement. J'ai un bel appartement. Maintenant, j'invite des gens chez moi à la maison. Bah, j'ai le droit, on n'a pas dit que quelqu'un qui a un bel appartement, il dit tout fermé. C'est pas qu'exprès j'envoie les photos de mon appart, c'est qu'il vient chez moi à la maison. Lui, c'est un idiot, il fait du Aïn Hara, il me dirait, j'aimerais moi aussi et tout, il fait du Aïn Hara. Mais pourquoi moi je suis puni? À cause de lui, moi je suis puni? Il y a la Hashgacha pratique, Hachem il s'occupe de moi, il se préoccupe de moi. Pourquoi à cause de cet idiot, moi je vais être puni? Question du Rav Dessler. Devinez la réponse. Chavod. Rappelez-moi comment vous appelez? Noémie, qu'est-ce que vous dites? Je sais pas pourquoi, vous avez dit. Oui. Pourquoi? Parce que l'autre il me regarde de traviole, moi je vais être puni. Moi j'ai rien fait. Moi Bessarakol, j'ai de l'argent, j'ai de l'honneur, j'ai du bonheur. On est en évidence nous-mêmes ou si on n'a rien fait? Il a fait. Dit le Rav Dessler. Il dit si on t'a mis le Aïn Hara, c'est que tu l'as cherché. On peut s'étendre longtemps sur ça parce qu'il y aurait beaucoup de quoi expliquer. Mais en tous les cas, en un mot, est-ce que tu es d'accord que quand tu fais exprès d'envoyer à tout le monde et que l'autre elle a reçu un foulard pour son anniversaire. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une ficelle, non, une selfie.
elle fait comme ça, elle envoie à tout le monde, regardez le super foulard que mon mari m'a offert pour mon anniversaire. Non, franchement, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, est-ce qu'elle aurait osé aller là-bas frapper à la porte des gens? Bonjour monsieur. Ouais, ben voilà, c'est mon mari. Non, ne dis pas merci à moi, dis merci à lui. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, bah, j'ai juste appuyé sur un bouton, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que tu as besoin qu'il y ait 50, 100, 150 hommes qui regardent ta beauté? Qu'est-ce que tu as besoin aussi qu'il y ait 100, 150 hommes, femmes, auxquels les maris n'ont rien offert pour leur anniversaire et qui voient que... Qu'est-ce que tu gagnes? Et je vous promets, parfois, je deviens fou. Il y a des gens, parce qu'il paraît sur leur statut, bon, non seulement la statue, c'est Avodazara, mais à part ça, qu'est-ce qu'ils font sur leur statut? Vous imaginez pas, par exemple, une, elle est maquilleuse, donc sur son statut, elle montre la photo d'une cliente, avant et après. Avant, en dessous, il y a écrit tronche de cake, et après, maquillage bénichou. Qu'est-ce que tu veux? Non, ça doit bénichou, sinon je ne rappelle. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends? Maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Attendez. Ouais, c'est le travail. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train, moi ce que j'appelle ça très souvent, c'est ce qu'on appelle, et c'est très grave ce qui est écrit, un mitkabed biklon chavero. Je suis mitkabed, je suis honoré par le fait que je rabaisse l'autre. Et la Gemara dit des choses très très graves sur celui qui est mitkabed biklon chavero. Quand je montre à tout le monde, regardez comment je suis riche par rapport aux autres. Ben, je suis mitkabed, quand c'est son métier, je vais y arriver. Mais pour l'instant, ce que je veux dire, c'est que, attends, c'est un être humain. C'est pas juste un objet de maquillage ou de parnassa. Avant, après. Mais qui est-ce qui aimerait vraiment qu'on montre sa photo? Comment elle est quand elle n'est pas maquillée? Elles sont d'accord, les filles qui se laissent photographier? Non, pas tout le temps. Non, elles sont d'accord, mais elles sont d'accord parce qu'elles n'ont pas le choix. Ça leur fait plaisir qu'on leur montre que... Non, c'est-à-dire elles acceptent que pour aider à développer la parnassa de la maquilleuse... J'ai compris. On montre avant-après. J'ai compris. En tous les cas, regardez. La Gemara, elle dit que Yosef Hatzadik a été comparé au poisson. Veidgou, la robe, Bekirev Haaretz. Les poissons, ils n'ont pas de haïnara. La Gemara, elle dit pourquoi? Parce que les poissons, ils sont recouverts, ils sont sous l'eau. Il ne nous faut pas d'ombre, les poissons, ils ne nous dérangent pas. L'une d'entre vous est jalouse du poisson. Il faut vous faire interner. On n'est pas jalouse des poissons. Pourquoi on est jalouse des autres? Parce que l'autre, le poisson ne fait pas d'ombre, il est dans un autre univers. Il ne nous dérange pas, il ne nous vole rien du tout. Vous comprenez? Ça veut dire que, par contre, quand je suis avec un autre être humain, il y a de la compétition. Là où il y a de la compétition, il y a du haïnara. Donc quand tu es en train de te montrer, qu'est-ce que tu fais? Tu t'attires du haïnara. Le haïnara qui est tellement terrible. Après, on cherche des ségoulottes. Vous n'avez pas une ségoula contre le haïnara? Votre elle va aller chez celui qui fait avec le plomb là, pour retirer le haïnara. C'est très bien. Mais si tu passes ton temps à envoyer tous tes exploits, toutes tes réussites à tout le monde, que tu t'attires du haïnara non-stop, et après tu fais le plomb, je crois que même le plomb, il va avoir du mal à se dissoudre. Vous comprenez ce que je veux dire? Le principe que Rachamim nous enseigne. Vous avez une question? Attends, juste je finis ma phrase, parce qu'on va devoir s'arrêter là. Juste finis ma phrase en vous disant la chose suivante. Qu'est-ce qu'on a? Donc la tsniout, pour l'instant, on n'a pas encore expliqué d'où ça provient, cette envie tellement puissante des gens de passer leur temps à montrer leur bonheur, à montrer leur réussite, et à cacher leurs échecs, et à cacher leur manque d'exploit. On n'a pas encore expliqué, c'est prévu, Bezrat Hashem, on en parlera la semaine prochaine, d'où ça vient. C'est bizarre, comment ça se fait? Les gens intelligents, moi je vous dis, les goïms, vous demandez des psychologues goïs, ils se sont posés la même question. Pourquoi les gens aujourd'hui, ils ont cette envie démesurée? Vous savez combien de temps ils passent, les gens? Rien qu'ils passent. Ils passent à prouver les autres qui sont dans le bonheur. C'est-à-dire, si c'est vraiment dans le bonheur, ils ne passeraient pas du temps, ils kifferaient leur bonheur. Ils ne passeraient pas du temps à prouver aux autres qui sont dans le bonheur. Bref, on parlera de ça la semaine prochaine, mais ce qu'on a pour l'instant essayé juste de montrer, c'est que la tsniout, c'est une mida, comme elle a dit Adassa, c'est une mida. C'est se cacher. Pas peine de dire à tout le monde, je suis le roi d'Israël, je suis le meilleur, je connais tout le chasse, je connais tout le machin, j'ai acheté une nouvelle Ferrari. Et c'est pas la peine de raconter tout à tout le monde. Soit tsniout, c'est caché. Caché, on a dit au début du cours, il y a deux dimensions. Premièrement, ne dévoile pas tout. Deuxièmement, même, essaye de cacher si tu peux. Ce que tu peux cacher. Alors vous allez me dire, mais je ne peux pas cacher, parce que moi, c'est mon métier. Mon métier, c'est de faire des éclairs au chocolat. Il faut bien que je mette dans mes statuts mes beaux éclairs au chocolat. Quand tu me dis, il y en a une, elle va voir, elle ne sait pas les faire. Elle, ces éclairs au chocolat, on dirait des cafards. Moi, mon éclair au chocolat, c'est un éclair au chocolat. Ok, c'est pas de ma faute. Si l'autre, il est... Vous comprenez? Là, mon but, quand je fais un éclair au chocolat, je vous en vais la péter. Moi, mon but quand je fais un éclair au chocolat, c'est quoi? C'est de montrer que j'ai des beaux éclairs au chocolat, tous exactement les mêmes, la même taille, le même style, etc. Ça, il n'y a pas de problème.
Et vous verrez aussi, parce qu'elle a posé Mme Bendesson une bonne question, elle a dit, et quand on vend les mitzvot, et quand on écrit en grand, tel parochet a été offert à Ibn Ishvat, j'y arriverai, j'arriverai à ça la semaine prochaine, on expliquera à quoi ça sert alors tout le inyan de l'anti-tsniout. Dans quoi c'est bien? Quand on parle de Pirsoumanes par exemple, c'est de l'anti-tsniout. On publie. Donc bien sûr qu'il y a des fois où il faut se servir de l'anti-tsniout. Mais en tous les cas, la tsniout, c'est une valeur. Il n'y a rien de plus précieux aux yeux de Kadosh Baruch Hu. C'est tellement important la tsniout quand tu fais une mitzvah juste pour qu'on te regarde, ça disqualifie ta mitzvah. Pourquoi? On n'a pas encore expliqué pourquoi. Maintenant, ce qu'on a essayé juste de montrer, c'est que la tsniout, c'était de se cacher, et que ce qui se passe dans notre génération et dans notre société, c'est qu'on fait tout sauf la tsniout. C'est-à-dire que si la Torah, elle nous donne la recette du bonheur, et la recette d'un juif, c'est cache-toi, 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 quand nous, on passe notre temps à montrer combien on réussit et combien on fait baver les autres, eh bien, qu'on sache qu'on fait l'inverse de ce que la Torah elle dit. Alors c'est une mida, c'est pas une mitzvah, c'est une mida. C'est une mida. C'est une mida qu'il faut absolument faire. Maintenant, quand tu envoies des photos à ta famille, ben, tu as raison, ils veulent voir des photos, tu as raison. Vous comprenez, il y a des choses qu'on est obligé de faire et que c'est normal qu'on fasse, ok. Mais réfléchissons bien. Tu envoies quelque chose, réfléchis à qui tu envoies, c'est quoi le but, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui vont être vexées, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui vont être choquées, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui vont se sentir un peu inférieures, c'est important, parce que sinon tu vas dire du Ainara, et qu'il y a Ainara dit. Donc qu'est-ce qu'on a à gagner à faire toutes ces choses-là, à part être à la mode, faire comme tout le monde? On n'a pas grand-chose à gagner, en tout cas moi je pense qu'on n'a pas grand-chose à gagner, à montrer qu'on est les plus heureux. Si tu es vraiment le plus heureux, tais-toi et sois heureux, et voilà. Qu'est-ce qu'on a à gagner? On verra la semaine prochaine ce qu'on a gagné. Mais en tous les cas, enfin pourquoi les gens ils le font? Mais en tous les cas, c'est une metsiout. Donc je pense que c'était aujourd'hui encore plus important de parler de ça que de parler de la tsniout vestimentaire. Parce que s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de tsniout. Une fille qui est habillée selon toutes les normes de la tsniout et qui passe son temps à se montrer, et qui passe son temps à parler que d'elle, et qu'elle pense qu'elle est le centre du monde, elle n'est pas tsniout cette fille. Elle a les lois de la tsniout de l'habillement, mais elle n'est pas tsniout. Donc, pour pouvoir avoir une tsniout, d'abord, il faut comprendre. Je ne suis pas le centre de l'univers, je ne suis pas la personne la plus importante au monde, il y a d'autres choses qui peuvent préoccuper l'univers à part moi. Et voilà, vous comprenez? Voilà, Bezrat Hashem, on continue la semaine prochaine. Merci de votre attention.